Notre thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi et comment mener une procédure non publique de réorganisation de sa dette et de réorganisation de son entreprise. Tout entrepreneur le sait, dès qu'on annonce une difficulté à ses clients, à ses fournisseurs, à son personnel, il y aura des conséquences. Surtout si la procédure est publique, c'est-à-dire si elle est communiquée de manière quasi automatique par une publication officielle aux banques, aux assureurs crédits, aux facteurs qui en tirent bien avant d'ailleurs d'en être informés par une lettre 8 jours après le jugement toutes les conséquences. Ça va d'abord être comme conséquence le raccourcissement des délais de paiement des fournisseurs et des clients. Les clients ne vont plus commander, ne vont plus payer d'acompte. Ça va être une grande difficulté à convaincre son banquier ou ses financiers à donner du financement intermédiaire, de fonds de roulement, de garanties bancaires appelables pour des projets, de financement d'investissement, de financement de pécule de vacances. Ça va être une perte importante de chiffre d'affaires, vraisemblablement par des clients apeurés, surtout dans des projets à long terme. Ça va être un blocage des lignes de financement, une suspension de ces lignes qui va priver l'entreprise des fonds rentrants. Ça va être le facteur ou l'assureur crédit qui retire sa garantie. Ça va être des mécanismes contractuels comme la compensation, comme l'exercice de la clause de réserve de propriété, comme l'exception d'inexécution, comme la rétention d'un objet. Ça va être également la mise en œuvre des garanties externes bancaires qui ont été données ou des garanties externes contre le dirigeant. Ça va également être la mise en cause de l'exigibilité immédiate des sommes alors que celles-ci n'étaient éventuellement pas dues tout de suite. La résiliation des contrats, mais également la perte de personnel qui préféreront partir tant qu'ils peuvent trouver un autre emploi, et surtout, et en fait c'est l'essentiel, la perte d'un track record d'entreprise normale. Elle sera désormais marquée du sceau de la procédure dans ses registres de commerce, dans les registres de ses partenaires, et ça peut entraîner des grandes difficultés de funding, de financement, car un certain nombre de règles européennes ou des règles de financement empêchent de financer une activité qui a connu elle-même des difficultés. C'est vraiment un énorme problème d'avoir une procédure publique. Ceci étant, il faut admettre que la publicité, elle a un sens. C'est-à-dire que la publicité évite qu'un créancier qui ne connaît pas la situation de déliquescence de l'entreprise ne contracte et ne se retrouve face à une situation d'une entreprise en faillite qui ne pourrait pas le payer. Si l'entreprise en difficulté était elle-même confrontée par domino à cette situation, elle trouverait ça injuste d'avoir à subir une procédure de réorganisation parce que son propre client ne l'a pas prévenu. C'est évidemment aussi d'assurer une certaine égalité des créanciers, en tout cas une certaine égalité, puisque s'il y a des paiements préférentiels qui vont à certains plutôt qu'à d'autres, qui diminuent l'actif, effectivement, lors de la faillite ou lors d'une procédure, les créanciers ne seront pas mis dans une situation d'égalité. C'est aussi une nécessité pour prévenir les créanciers pour que ceux-ci puissent déclarer leurs créances. Le débiteur n'a pas toujours connaissance de manière précise de ce passif, ou en tout cas peut feindre de ne pas le connaître, et donc il faut pouvoir contester des créances réclamées excessives de la part du débiteur, donc les connaître. C'est également pour permettre aux créanciers de prendre connaissance du plan et de venir voter ce plan en connaissance de cause. On ne peut pas leur imposer un plan si on ne leur permet pas de débattre de ce plan, de le comprendre et de voter. C'est également pour le tribunal la possibilité d'imposer ce qui est vraiment l'essence d'une procédure collective à l'égard de l'ensemble des créanciers, une discipline collective. Empêcher les saisies, empêcher des résiliations de contrats, empêcher des appropriations, empêcher des comportements abusifs comme la réclamation d'indemnités. Et en fait, c'est surtout de donner un certain temps suspendu, un temps pas trop long mais suffisant, pour élaborer un plan, pour surtout trouver des financements, pour permettre de proposer aux créanciers autre chose qu'un papier, c'est-à-dire un plan réel qui suppose un certain temps sorti de la période de crise. Et donc, à l'évidence, une procédure qui serait confidentielle, ou en tout cas non publique, on verra qu'en fait elle n'est pas confidentielle, elle est non publique, est par nature différente d'une procédure publique. Quand une procédure est publique, on peut imaginer un sursis généralisé et automatique. Si les créanciers ne connaissent pas la situation du débiteur parce que la procédure n'est pas publique, on ne peut pas imaginer un sursis généralisé. On imagine mal qu'un créancier ait un sursis de quelque chose qu'il ne connaît pas.
D'autre part, la procédure privée, parce qu'elle ne va viser que certains créanciers, puisqu'elle n'est pas publique, sinon elle viserait tout le monde, ne viserait que des créanciers concernés. On va parler de créanciers affectés. En fait, on va donc quelque part choisir dans ces créanciers ceux que l'on va concerner et d'autres qui ne seront pas concernés. Ça veut dire aussi que, en contrepartie de ces avantages et de ces inconvénients, il faudra veiller à ce qu'il y ait des garanties supplémentaires par rapport à la procédure classique. Parce qu'une procédure privée qui se passerait en catimini sans véritable protection de la part des créanciers, enfin pour les créanciers, serait problématique. Et enfin, il faut évidemment qu'elle aille vite, puisqu'on ne peut pas imaginer quelque chose d'absurde, qui serait que des créanciers contractent avec un risque d'échec pendant des mois, alors qu'en réalité, in fine, ils apprendraient que depuis des mois, il était quasi certain qu'ils ne puissent pas être payés. Il y aura donc une nécessité d'aller vite et d'avoir un sursis raccourci. Par contre, la réalité, c'est que ce sont les procédures les plus modernes et qui sont très recherchées par les opérateurs du marché. Ces opérateurs, d'ailleurs, se délocalisent. Nirstar, société belge, mais également Simolai, société italienne, mais également Vroon, société hollandaise, mais également Steinhoff, société allemande, ont choisi de faire des procédures de schème anglais, parfois de schème singapourien, de schème irlandais, pour des entreprises étrangères, car ces procédures confidentielles peuvent régler une partie de leurs dettes, souvent financières, soumises souvent à des droits étrangers, le droit anglais par exemple, et alléger globalement la charge financière du groupe, y compris d'entités qui n'ont pas besoin de passer par des procédures publiques. Mais c'est vraiment recherché. C'était tellement à la mode, entre guillemets, eu égard aux résultats sidérants que depuis une dizaine d'années ces procédures ont permis, que les Hollandais, les Italiens, les Espagnols ont introduit par l'effet de la directive dans leurs droits nationaux des procédures. La procédure de OA peut être complètement privée aux Pays-Bas et ne pas être du tout publique. Et cette idée de procédure, je dirais pas secrète, mais confidentielle, est née depuis une vingtaine d'années. Je crois que j'ai été le premier à écrire un article dans un livre publié par le jeune barreau de Bruxelles et l'Arcier avec la collaboration d'Alain Zenner sur le prépack américain et le prépack anglais. C'est à ce point à la mode et à ce point maintenant commun et connu comme structure que la Commission européenne vient d'adopter une nouvelle proposition de directive et qu'elle en fait le cœur essentiel de sa proposition, c'est d'installer un prépack un peu partout, y compris dans des pays qui sont en train de le faire volontairement, la Suisse par exemple, alors qu'elle était terriblement territorialiste et protectionniste de ses intérêts particuliers. C'est vraiment la procédure idéale dans un groupe de sociétés, puisque on ne va pas devoir affecter l'activité opérationnelle, on ne va affecter que les créanciers financiers placés dans des composantes, souvent la holding, mais parfois des sous-holdings de financement, et donc les opérations vont pouvoir continuer à exister. Et en fait, cette procédure a été fort aussi implémentée pas loin de chez nous, en France, à travers la conciliation, qui est confidentielle, et qui permet de prendre des accords avec des créanciers. Il suffit de regarder l'actualité. Orpea vient d'être adopté grâce à une conciliation. Casino est un dossier avec 9 milliards de dettes qui ont abouti à un accord grâce à la conciliation confidentielle. Alors, il ne faut pas trop s'enchanter rapidement ou s'exciter rapidement, parce qu'une procédure publique, non publique, c'est relatif, c'est vrai, mais c'est relatif. Donc il faut comprendre la relativité du terme. Je l'ai dit, elle n'est pas secrète, elle n'est pas d'ailleurs confidentielle, puisque cette confidentialité n'est pas assurée par la loi, c'est pas la loi qui va la créer. Il faudra signer des accords de confidentialité si on veut s'assurer de ce caractère confidentiel. En réalité, elle est non publique, c'est-à-dire qu'on ne publie pas l'ouverture de la procédure, on ne publie pas le jugement qui clôture la procédure et on n'avertit que les créanciers concernés, c'est-à-dire on ne communique pas les autres créanciers. Il y a quand même des limites à tout ça. C'est d'abord pour les boîtes cotées, le règlement européen MAR, qui a pour objet d'empêcher des informations privilégiées de permettre des manipulations de cours. Or, évidemment, qu'une réorganisation financière, un état
de difficultés de l'entreprise sont dans les deux sens du mot une information privilégiée. Si on ne parvient pas à résoudre la difficulté, il ne faut plus acheter d'actions, il faut se dépêcher à les vendre. Et si inversement la restructuration peut aboutir, il faut peut-être mieux en acheter quand le cours est bas, parce qu'il va monter. Donc il y aura une obligation de communication d'un certain nombre d'informations en vertu du droit boursier. La deuxième obligation d'information qui va limiter ce caractère confidentiel, c'est les obligations de publication des comptes annuels. Je ne peux évidemment pas dire que ma société se trouve avec une perspective de continuité à 1 an, alors que dans le même temps, je fais une procédure, certes confidentielle, mais je fais une procédure. Et de l'autre côté, je vais devoir mentionner les perspectives dans mon rapport de gestion, et le commissaire aux comptes va probablement refuser d'attester les comptes sans un paragraphe explicatif suffisamment précis sur le sujet. Et enfin, cette confidentialité peut être parfois contradictoire avec certaines clauses contractuelles qui pourraient engager la responsabilité civile classique, contractuelle ou quasi délictuelle pour tierce complicité des dirigeants si j'ai déclaré dans un contrat ou si je dois déclarer dans un contrat qu'il n'y a pas de procédure d'insolvabilité ou de règlement de la dette. On voit bien donc que certains éléments peuvent limiter ce caractère secret. Donc, que je disais tantôt, c'est une procédure qui nécessite d'aller vite, mais c'est une procédure qui permet d'aller beaucoup plus vite. Évidemment, on va préparer beaucoup de choses avant même l'intentement de la procédure, le plan, les créanciers. On va vérifier les créances dans la procédure confidentielle, de manière confidentielle. On va surtout, et c'est l'essentiel, limiter le nombre de parties avec qui on discute. Ce sera donc beaucoup plus léger administrativement en termes de temps consommé et en termes de concessions à faire. On va limiter le nombre de problèmes que l'on peut rencontrer, d'une part parce qu'on limite le nombre d'interlocuteurs, et d'autre part parce qu'on choisit des interlocuteurs dont on peut espérer que le nombre de difficultés qu'ils peuvent créer va être beaucoup plus petit. On peut prendre des accords avec certains des créanciers, ce ne sera pas interdit, et tenter de les imposer aux autres, puisque ce ne sera pas à tout le monde. Et comme ce ne sera pas à tout le monde, c'est plus facile d'imposer par les règles de majorité un accord à certains qu'à d'autres. Et enfin, parce que on va vouloir aller vite pour assurer le refinancement de l'entreprise. C'est donc une procédure qui doit aller vite, mais qui va aller vite. On ne peut pas non plus sous-estimer l'intérêt majeur qu'elle a dans le cadre de la procédure, la nouvelle procédure, puisque cette procédure confidentielle va mettre en œuvre les mêmes mécanismes que la procédure publique. Ce sera soit un vote à la majorité en nombre et en volume de créanciers dans la PRJ sans classe, soit ce sera un vote dans une PRJ avec classe, avec les mêmes règles que les grandes entreprises. Donc ça va permettre, dans cette partie privée, de pour finir négocier beaucoup de choses. Déterminer les classes. On va pouvoir négocier avec les créanciers les classes de créanciers que l'on va constituer dans un cadre confidentiel, ce qui est évidemment précieux par rapport à un cadre public. On va pouvoir déterminer la valeur. Alors, la valeur dans les procédures confidentielles, elle est surtout possible pour 3-4 raisons que je vais vous énumérer. On va d'abord faire ce qu'on appelle un test implicite de marché. C'est par exemple dire que l'activité peut être vendue dans une session d'entreprise pour rechercher des candidats acquéreurs qui vont coter la valeur des actifs et de l'activité. Ça peut être de rechercher des sources de financement, de la nouvelle monnaie, qui va établir la valeur de l'entreprise dans le rapport d'échange entre la nouvelle
Alors, un des exemples les plus connus en Belgique de la réussite de ce mécanisme, c'est Pain Quotidien, entreprise qui avait une holding avec des droits intellectuels en Belgique, des filiales d'exploitation en Belgique, des filiales d'exploitation, de nombreuses filiales d'exploitation en France, mais également aux États-Unis, de très nombreuses filiales, en Angleterre, en Irlande, des filiales dans d'autres pays et surtout des contrats de franchise, de master franchise donnés dans de vraiment très nombreux pays. Une procédure classique aurait généré des conséquences par répercussion et aurait, je dirais, probablement fait échouer toute reprise possible. Là, pendant 4 mois, une procédure de pré-PAC cession accord a été mise en place. Elle a permis de connaître des valeurs de rachat de l'activité en activité, de l'activité en liquidation. Elle a permis aussi de mettre en place un plan de refinancement provisoire, intermédiaire, pendant la procédure. Elle a permis de préparer la procédure Chapter 11 aux États-Unis, de préparer l'administration de la procédure anglaise, la liquidation irlandaise, la cession des contrats de franchise, la liquidation d'un certain nombre de filiales et, au bout du compte, alors on ne peut pas parler des procédures confidentielles sans parler vraiment d'une innovation extraordinaire de la nouvelle loi, qui est un petit peu intégrée dans le droit belge, la conciliation à la française. La Chambre des entreprises en difficulté, à la demande du débiteur, peut convoquer les créanciers avec lesquels des difficultés existent en vue de se concilier, de prendre un accord sur cette situation. C'est évidemment important parce qu'on peut imaginer des accords définitifs, des reports de créances, des abandons de créances, des conversions de créances en actions, mais on peut aussi imaginer des accords provisoires, notamment des lock-up, on ne vend pas des actions, des accords sur la valeur. Donc ces accords sont évidemment préparatoires de manière importante à la procédure qui peut suivre ou être définitifs sous contrôle du juge et sous investigation du juge de la Chambre des entreprises en difficulté. Très belle innovation à utiliser comme on le fait en France. Alors la première forme de prépac, c'est le prépac accord. Il vise donc à aboutir à un accord sur un plan. Ce plan peut prévoir des cessions d'actifs ou des cessions de branches d'activité, peut prévoir des refinancements et des prises de garantie, mais il vise avant tout à consacrer une situation dans laquelle une majorité déterminée de créanciers, 51% en nombre et en montant de créanciers, principal et intérêt dans la procédure sans classe, les différentes majorités de classes, 4 types de majorités quand il y a des classes, mais une classe pouvant imposer le plan si elle est dans la valeur, dans la procédure avec classe. Alors, on va accélérer cette procédure, la rendre vraiment très facile, puisque comme vous le voyez sur le slide, sur une requête simple du débiteur avec des formalités limitées, il va obtenir la désignation d'un praticien de la restructuration, dont le rôle, lorsque c'est lui qui le demande, est limité à faciliter la procédure. Attention, c'est une révolution que, par une requête contradictoire, ça veut dire qu'il est notifié au débiteur, le créancier ou l'actionnaire peut demander qu'un praticien de la réorganisation soit désigné aussi pour faciliter ce plan, mais également, alternativement, c'est très différent, pour établir un plan, tel que prévu aux articles 67 ou 83/3 de la nouvelle loi, c'est-à-dire un plan qui peut s'imposer aux dirigeants et que le tribunal pourrait vouloir imposer s'il semble que ce plan est meilleur et satisfait mieux à l'intérêt des créanciers. Mais donc ça aboutit à un accord, on recherche une majorité, mais il s'agit de faciliter ce travail, d'une part à travers le fait que le plan soit bien fait, mais qu'on ait surtout les éléments clés, les valeurs de liquidation en activité, de réorganisation, les classes, quand on a des classes,
qui permettent d'adopter rapidement et efficacement ce plan. Dans la pratique, on a connu des cas de prépac accord qu'on faisait antérieurement par le canal de la médiation sur lequel on revient dans quelques minutes, mais on a pu, dans le cas d'une PME, organiser la cession d'une branche d'activité en toute confidentialité dans un secteur d'activité où la publicité de cette cession de branche d'activité aurait été immédiatement la source de la résiliation d'un contrat, cette entreprise ne pouvant pas accepter pour des questions de secteur d'activité, de guidelines boursières, qu'un de ses fournisseurs stratégiques ait connu une procédure d'insolvabilité. Dans une grande entreprise cotée, on a pu renégocier un traitement des créanciers et un refinancement par une augmentation de capital. Dans une autre, on a pu refinancer un prêt et obtenir la prise de garantie. Encore dans une autre, négocier un plan de retournement d'une branche d'activité. Donc, ça existait par le canal du médiateur et de l'accord amiable, mais la difficulté du médiateur et de l'accord amiable, c'est qu'on n'avait pas de moyen de le forcer dans une procédure confidentielle. C'est qu'à un moment donné, on le préparait, mais on passait dans une procédure publique. Et donc, ça se finissait quand même par une procédure publique, sauf quand on parvenait à acter un accord dans un accord amiable. Tandis que désormais, on peut imposer un plan à des récalcitrants qui ne concluent donc pas un accord amiable, qui sont opposés à ce que vous proposez, toujours dans une procédure confidentielle. C'est évidemment une modification très sensible du rapport de force et de la force de négociation. Alors je disais tantôt que parce que la procédure n'est pas publique, il faut des garanties. Une des garanties, c'est évidemment un praticien de la restructuration qui est un mandataire de justice. Il sera contrôlé et surveillé par le tribunal. Il n'est pas au service du débiteur, même s'il assiste et facilite le débiteur, mais il ne le remplace pas. S'il n'est pas désigné aux fins de préparer un plan, il ne prépare pas le plan. Il est simplement là pour, indiquer son avis et permettre des discussions entre les parties prenantes grâce à son indépendance. C'est quelqu'un qui doit être compétent dans beaucoup de domaines, le droit, l'économie, la finance, qui doit posséder également des notions suffisantes de négociation, de médiation, mais aussi d'imposition, puisque la force sera d'imposer le plan aux parties qui ne veulent pas le consentir. Son rôle va être de déterminer avec le débiteur les créanciers affectés nécessaires à assurer la viabilité. Nécessaires parce que si on ne vise pas assez, la viabilité ne sera pas assurée, le plan ne sera pas homologué. Si on vise trop, c'est une procédure collective traditionnelle qui perd sa confidentialité. Il sera d'ailleurs libre de négocier dans l'ordre qu'il souhaite avec les créanciers. Il peut très bien en aborder un, puis un deuxième, puis un troisième, et laisser pour la fin d'autres. On ne pourra pas lui faire le reproche de ne pas avoir une pratique complètement égalitaire de négociation. Il va aussi participer à la vérification des créances, ce qui peut dispenser le tribunal d'un travail quand même souvent fastidieux. Pour finir, les vrais contentieux qui auront été, éclairés, mais maintenus par un professionnel mandataire de justice, seront seuls ceux qui viendront aux yeux du tribunal. Il peut demander un sursis. Ça, c'est vraiment la révolution. C'est que, comme dans l'article 39.20 d'aujourd'hui, qui avait été introduit pendant la période Covid, le praticien peut saisir le tribunal, qui peut imposer un délai de 4 mois, un sursis de 4 mois désormais, c'est plus un délai comme dans le 39.20, et ce sursis qui a les mêmes effets que le sursis de la procédure collective ne concerne alors que les créanciers concernés, c'est-à-dire qu'il n'est pas public par définition, sinon ça perdrait son caractère confidentiel. Tout comme le sursis nouveau dans la procédure publique, le juge peut le retirer, peut l'aménager, et enfin, le praticien va participer à la négociation du plan. Il ne va pas l'arrêter, mais il va le négocier, ce qui quand même donne par sa fonction de mandataire loyal et indépendant, sous contrôle à un moment donné du juge délégué et du tribunal, aux créanciers le sentiment que l'information qui va leur être donnée est fidèle, elle est complète, elle est loyale, il n'y a pas de manipulation et elle est juste pour aboutir à une solution intéressante. Notamment, on pense à la valeur ou aux classes de créanciers. C'est parce qu'il est un mandataire de justice qu'il va recevoir les procurations, de telle manière à ce qu'on sache les conditions dans lesquelles il les a obtenues. Par définition, mandataire de justice, il sera loyal, alors qu'on pouvait craindre dans la procédure publique qu'il y ait, mais ce n'était pas le cas, mais ça pouvait exister des manipulations
je dirais peut-être même des vices de consentement. On ne disait peut-être pas tout au créancier pour délivrer une procuration. Et c'est lui qui, à un moment donné, va accélérer la procédure. Ça, c'est lui qui en a l'initiative, c'est pas le débiteur. Donc il faut qu'il soit convaincu que le plan répond aux conditions formelles de la loi, qu'il ait une chance probable d'être approuvé par les créanciers, car alors il demande la désignation d'un juge délégué et demande au président du tribunal de pouvoir faire en sorte que cette procédure aboutisse à un vote, étant entendu que le débiteur peut se désister à tout moment, mais que aussi le praticien peut ne jamais saisir le tribunal, le président, parce qu'il estimerait que le plan n'est pas légal ou que le plan n'est pas probable et qu'il ne sert à rien donc de persévérer. Mais pour le reste, la procédure confidentielle, elle est globalement la même que la procédure publique. Les règles de fond et de forme sont assez proches, voire en fait tout à fait similaires. Il faudra avoir les règles de majorité, mais seulement dans les créanciers affectés, alors que en général, dans une procédure publique, les créanciers affectés sont quasiment tous les créanciers ou à peu près tous les créanciers. Et dans la logique de ce caractère confidentiel, le jugement n'est pas publié, il n'affecte que ceux qui sont concernés, et seuls ceux qui sont concernés ont un droit de recours, ou seuls ceux qui sont concernés peuvent demander la révocation. Bon, ça pose quand même quelques problèmes, parce que effectivement le jugement n'est pas, l'ouverture ou la fermeture de la procédure n'est pas publiée, mais qu'en est-il alors des dettes contractées à l'égard des créanciers pendant cette procédure, si ces créanciers étaient non affectés, mais que ça finit par être une faillite parce que le plan n'aboutit pas? Est-ce que je peux céder une branche d'activité pour finir sans que les autres créanciers le sachent, ou en tout cas n'aient participé au vote qui valide les éléments relatifs à cette cession d'activité? Est-ce que l'effet de suspension de la possibilité de demander la faillite de l'entreprise existe aussi? Est-ce que les mesures de saisie peuvent être suspendues à l'égard d'un créancier qui n'est pas affecté, qui procède à une saisie qui rend en fait inexorable la connaissance de la procédure privée ou l'échec de la procédure privée? Donc la cohabitation d'une procédure, je dirais privée, avec une procédure qui pourrait devenir publique en raison du comportement des autres créanciers poserait une série de difficultés que la pratique résoudra. Mais à vrai dire, quand on y réfléchit, au départ d'exemples concrets que j'ai le plaisir de mener pour le moment, on voit bien une série de questions spéciales. Est-ce que le fait que je limite le nombre de créanciers affectés me permettrait au maximum de faire un plan avec 2 classes? Alors, l'allusion est très directe, c'est que dans le texte belge, parce qu'on a créé une catégorie des ordinaires et des extraordinaires, ou en tout cas qu'on a maintenu cette distinction, on prévoit que lorsque le plan n'a que 2 classes, une seule classe suffit pour emporter le vote. Donc, je ferai la classe des intercos et la classe des institutionnels, par exemple. Est-ce que ça peut fonctionner? La réponse, a priori, à lire le texte est oui. Mais, effectivement, ça change fort la dynamique que l'on connaissait jusqu'à maintenant. Est-ce que les dettes contractées sont dettes dommages? J'en parlais tantôt. Pas certains à l'égard des créanciers. Pourquoi certains qui ont été affectés auraient ce privilège, alors que ceux qui n'auraient pas été affectés n'auraient pas ce privilège, mais pour autant ils ont contracté d'ailleurs peut-être plus, puisque pas informés, que ceux qui étaient informés? Est-ce que cette procédure est une procédure de PRJ ou pas, si on l'abandonne, parce qu'elle n'est pas publique, alors que quand on refait une procédure de PRJ dans un délai de 3 ans, on ne peut plus bénéficier de l'effet de suspension de sursis. Mais ici, il n'y a pas eu un sursis collectif. Alors est-ce qu'on est vraiment dans le même cas de figure? Est-ce que je peux mener ma procédure privée et puis y mettre fin pour passer dans une procédure publique? Ça tient un peu à la question précédente. Est-ce que c'est une procédure de PRJ ou pas? Si oui, j'aurai plus de sursis dans la procédure publique. Sinon, c'est une simple négociation visant à obtenir un arrangement des créanciers. Je serais un peu tenté de dire que tant que la procédure n'a pas abouti à un vote et que le praticien n'a pas saisi le président du tribunal, c'est une procédure tout à fait préparatoire. Elle n'est pas encore une procédure véritablement comme telle. Bon, après, je serais aussi tenté de plaider la même chose, mais pour une autre raison, c'est que c'était tellement peu de créanciers affectés qu'elle n'est pas vraiment une procédure de PRJ au sens précité, mais je comprends bien que ça fera l'objet de débat. Est-ce que les responsabilités des dirigeants pour les dettes contractées pendant cette procédure, alors qu'il n'y a
on n'a pas avisé les créanciers co-contractants. Est-ce que 225 et 227 s'appliquent de la même manière, en particulier à l'égard des dettes fiscales qui seraient créées, est-ce que la PRJ qui est visée par cette disposition légale est également cette procédure confidentielle? Est-ce que les autres créanciers, pour finir, ont un droit de tierce opposition? Ils ne sont pas concernés, mais enfin ils sont indirectement concernés. Si l'accord qui est pris dans le plan vise un transfert de branche d'activité, vise, je dirais, une conversion en action dans des conditions très avantageuses ou des paiements très avantageux qui ne seraient pas faits aux créanciers non concernés, a priori, difficile de prétendre qu'ils n'ont pas un droit de tierce opposition. En tout cas, je dirais la jurisprudence en France a pour le moment considéré qu'ils n'avaient pas ce droit de tierce opposition, qu'ils n'avaient pas d'intérêt conservant tous leurs droits à s'opposer à ce plan. On verra bien ce qu'on dira à la jurisprudence. Alors, quel est l'effet de cette procédure sur les actionnaires des entreprises cotées? Puisque forcément, s'il y a une conversion obligatoire qui affecte les actionnaires comme c'est possible dans la nouvelle loi, on imagine mal que cette information ne soit pas publique et qu'elle n'entraîne pas des conséquences de droit boursier. Mais lesquelles? Faudra-t-il faire une OPA? Ce qu'il ne faudrait peut-être pas faire dans une procédure publique et qu'il faudrait faire dans cette procédure. Bref, le statut de la procédure privée rapportée à la cotation en bourse et aux droits des sociétés cotées peut poser des problèmes. Et le pire, pour finir, ou en tout cas le plus significatif, mais qui est en train de se résoudre, c'est la question de savoir si ce jugement attribue une compétence seulement en fonction du commis en Belgique, où il y a d'autres critères qui peuvent être pris. En Angleterre, c'est les liens étroits avec le juge anglais, par exemple la clause d'attribution de compétences ou le droit anglais. Mais surtout, est-ce que ce jugement va être reconnu à l'étranger? Il y a tout un débat actuellement autour des schèmes anglais, qui sont parfois reconnus, et une évolution vers la loi modèle UNCETRAL des jugements, le deuxième paquet UNCETRAL, l'Angleterre l'ayant adopté et visant, il y a 5 ans à peu près, et visant maintenant à adopter ça en droit interne. Alors, je disais tantôt que c'est pas parce que le prépack accord est maintenant est intégré là au moment de 2021 Covid par le 3920 et maintenant institutionnalisé dans le droit commun de l'insolvabilité que le prépack ancien mis en œuvre par le médiateur d'entreprise cesse d'avoir tout intérêt. Certes, on a retiré, dans la logique de la réforme, le transfert sous autorité de justice, puisqu'on a retiré le transfert sous autorité de justice des PRJ pour le mettre comme une procédure quelque part préparatoire à la faillite, à la liquidation, et donc il était cohérent qu'on retire ce terme de la disposition, mais quand on lit le texte, rien n'empêche un médiateur qui est en charge de la continuité des activités du débiteur de réfléchir évidemment à toute autre solution. On peut imaginer, comme dans le passé, qu'un médiateur, qui est un praticien maintenant de la restructuration, il ne s'appelle plus médiateur, même s'il peut mettre en œuvre des techniques de médiation, recherche en fait à assurer cette continuité par des cessions de branches d'activité, par des augmentations de capital et donc des conversions d'actions ou des dilutions d'actionnaires, ou par du refinancement pur et simple avec des garanties par le canal d'un accord amiable. En fait, je pense qu'il n'y aura toujours pas d'impossibilité d'utiliser cette figure, mais la vraie différence est évidemment les accessoires de cette figure. Parce que, effectivement, ce qu'on n'a en tout cas pas dans la médiation, et pour négocier une cession de branche d'activité alors qu'il y a des mesures d'exécution, c'est complexe, il n'y a pas de sursis. Il n'y a pas non plus un statut très fort du médiateur dans la suite de la procédure. Il médie, il aide, mais après il disparaît puisqu'il n'est pas le praticien de la restructuration qui va mettre en œuvre le plan à travers la négociation du plan, la rédaction du plan, la recherche des procurations, le fait de saisir le tribunal. Mais on peut évidemment utiliser ça pour renégocier un financement, parce que c'est très souple, c'est très mobile comme procédure. On peut s'y prendre d'une manière relativement, je dirais, légère. Moi, je soutiens quand même que dans la mesure où la PRJ, accord collectif dans l'ancien texte, à l'article 75, maintenu, permet toujours une cession de branche d'activité dans le cadre d'un accord, je ne vois vraiment pas pourquoi le médiateur ne pourrait pas préparer une PRJ accord dans lequel on envisage la cession de la branche d'activité
quitte à devoir ensuite passer par la PRJ transfert et que le travail qui a été fait pendant cette procédure reste utilisable. Il n'y a aucune raison pour laquelle ce travail ne puisse pas être utilisable s'il est fait par un mandataire de justice, qui est le cas maintenant. Le praticien est un mandataire de justice, ce que n'était pas le médiateur, et que ça les garanties usuelles d'indépendance, de loyauté, de certification, d'absence de conflit d'intérêts. Donc, en réalité, l'ancien médiateur, devenu praticien, continuera à faire probablement les mêmes choses dans le cadre actuel. Alors, il y a une vieille tentation en Belgique d'introduire ce qu'on appelle le prépac faillite. C'est quoi? C'est de faire la même chose que préparer la PRJ accord collectif ou préparer la PRJ transfert pour la faillite. C'est-à-dire rechercher préalablement des candidats repreneurs. En fait, c'est une vieille réalité. On appelait ça avant les constructions mortelles, c'est-à-dire l'entreprise, aidée de son avocat, pas aidée d'un mandataire de justice, avait bien sûr, au moment de l'aveu de faillite, imaginé des solutions de repli. C'était intervenu peu de temps avant, ça c'était dangereux, puisque période suspecte, annulation possible, responsabilité possible, où ça intervenait avec le concours du tribunal et du curateur, conscient de l'intérêt collectif que ça représentait, y compris pour les créanciers, quelques jours après la faillite. Mais c'était pas très institutionnalisé et ça posait, on va voir, ça pose toujours une série de problèmes qu'il faut aider à résoudre. Évidemment, l'intérêt du législateur était probablement au moment où on sentait, dans les suites de l'arrêt Plessers, que la PRJ transfert sous autorité de justice pouvait poser problème pour 32 bis et donc impliquer de devoir reprendre tout le personnel, ce qui en fait n'a pas de sens, et de maintenir le statut social des travailleurs anciens et des codébiteurs des arriérés de salaire et de LSS, que c'était une solution pour échapper à 32 bis, puisque dans la faillite, on échappe très clairement à 32 bis. Et c'est pour ça que le législateur, fort de l'arrêt Eiplouk, qui a confirmé que le prépac cession dans une faillite est possible, même avec un curateur potentiel et un juge potentiel, pour autant qu'il y ait un vrai tribunal après qui puisse avaliser cette position, le législateur belge a réintroduit le prépac faillite. Bon, en soi c'est bien, je veux dire, je n'ai pas de problème sur le principe, le curateur aura préparé dans une phase confidentielle la cession. Enfin, ce qui pose problème de cette négociation des cessions d'actifs ou en continuité, par les mandataires qui vont être demain les organes de la procédure, c'est-à-dire un curateur potentiel et un juge commissaire potentiel. Et effectivement, pendant ce temps-là que l'on cherche ce candidat, la société continue ses activités. C'est la manière de traiter la transition entre cette recherche et la prise de possession et d'exploitation par le repreneur. Dans une PRJ transfert, le repreneur intervient immédiatement après le jugement, le transfert se fait et la faillite n'est ouverte qu'après ce transfert. Ici, il faudra d'abord ouvrir la faillite et ensuite transférer. Il y a donc un moment entre l'ouverture de la faillite et la prise de possession qui est nécessairement existant. Il peut peut-être être réduit, mais justement, il ne peut pas vraiment être réduit. Pourquoi? Parce qu'il y a des obligations de timing, de déclaration de créance et de moments auxquels on peut procéder à la cession des actifs dans la loi sur la faillite qui empêche une cession immédiate. En fait, ce n'est pas possible de faire une cession immédiate en cas de faillite. Enfin, c'est possible par deux canaux, mais limités, qui est d'une part la vente en dépérissement. Bon, on voit bien ce que c'est la vente du poissonnier, de l'étal du poissonnier. Mais dans l'affaire Wau, le tribunal a appliqué le même raisonnement au fonds de commerce. Oui, un fonds de commerce peut dépérir très vite. Dans l'affaire Wau, des employés avaient un savoir-faire important, il n'y avait pas de brevet, mais un énorme savoir-faire de quelque chose qui avait beaucoup de valeur. Si on ne le cédait pas très vite, ces employés auraient été débauchés par des tiers et il n'y aurait plus rien eu à vendre. Mais par contre, les choses peuvent être plus compliquées lorsqu'il y a un gagiste, lorsqu'il y a beaucoup de candidats. Dans l'affaire Wau, il y avait des gagistes et des candidats. Le tribunal a mis en œuvre la seconde procédure, qui est la procédure d'homologation, qui peut intervenir avant la fin de la procédure de vérification des créances. Mais c'est compliqué lorsqu'il y a un immeuble. Quand il y a un immeuble, la procédure spécifique en matière d'immeuble va rendre difficile cette procédure. Et donc il y aura un délai plus ou moins long, pendant lequel le nouvel exploitant ne peut pas vraiment exploiter. Qui exploite alors? Le curateur, mais il peut en avoir peur parce qu'il devient responsable. On peut imaginer des solutions, contrat de location-gérance, mais en réalité,
La difficulté, c'est cette période intermédiaire. Donc, ce sera utile dans des cas où la faillite est vraiment la seule hypothèse, mais où il faudra faire preuve d'imagination en fonction de l'exceptionnalité de ce cas pour permettre une poursuite d'activité sans rupture, sans licenciement et sans rupture des contrats. L'avantage, c'est 32 bis, on l'a dit tantôt. Alors voilà, nous voilà au terme de cette vidéo sur les procédures confidentielles. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que voilà, l'introduction de ces procédures en droit belge a pour effet de rehausser le statut international de la Belgique dans la compétition internationale et permet en tout cas de sauver des entreprises à haute valeur fragile, valeur qui est très affectée par la publicité, de telle manière à en préserver la substantielle valeur. Mais plus on augmente la valeur, plus évidemment on peut arriver à un plan de réorganisation. Parce que souvenez-vous, la valeur en activité, plus elle est élevée, permet à une classe qui se trouve dans la valeur d'imposer aux autres le plan. Donc c'est en ça que ces procédures confidentielles donnent, par le test implicite de marché, par la conservation de la valeur, par le maintien des conditions normales d'exploitation, un réel avantage aux procédures belges. Il n'y a qu'à l'essayer pour s'en rendre compte. À bientôt dans d'autres vidéos et autres podcasts.